Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 67e épisode d'Ose écrire. Et écoutez, aujourd'hui, j'avais besoin d'une roue libre pour vaincre une semaine vraiment intense. Et donc, j'ai évidemment reparlé de mon amour de Brooklyn Nine-Nine. J'ai évidemment rappelé à quel point je ne comprenais pas les gens qui étaient Team Serena et pas Team Blair dans Gossip Girl. Et j'ai évidemment rappelé pourquoi Nietzsche était aussi un auteur que j'adorais de par ses aphorismes qu'on interprète exactement comme on a envie de les interpréter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute, profitez bien de cette roue libre et je vous dis à très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Coucou les amis, épisode 67. Ah, écoutez, je suis claqué de fou. C'était une semaine vraiment ardue, avec des hauts, des bas. Donc, écoutez, je me sers de cet épisode pour remonter mon niveau de positivité. J'adore l'exercice du podcast, j'adore partager. Et j'attends de cet épisode, moi personnellement, de me redonner quelque peu le sourire, de finir cette semaine sur une note extrêmement positive et d'attaquer un week-end où je ne vais rien faire, mais rien du tout. J'ai besoin de couper et que personne m'embête. Voilà. Écoutez, ça arrive de temps en temps, de toute manière. Embrassons-le quelque part. Ces moments un peu plus compliqués. Je veux pas m'étaler sur le pourquoi du comment, bien évidemment. Mais voilà, quelquefois, parfois, il n'y a pas besoin de comprendre. Il y a juste besoin de faire un état de fait. Voilà, l'aigritude est là, l'aigreur plutôt. Le bad mood un petit peu. Bah écoutez, à ce moment-là, on l'accepte, on le traverse. Moi, ce que je peux vous conseiller, si jamais ça vous arrive, un truc qui fonctionne très bien avec moi, c'est que je pars en écriture intuitive. J'écris, donc j'écris ce que je traverse. Ouais, là j'en ai marre parce que, et puis là je suis triste parce que, et je déroule comme ça, sans réfléchir, j'écris. Et à force, je dirais, l'enfant intérieur, celui qui est pur, qui a confiance, reprend le dessus et petit à petit rassure, trouve la rassurance chez toi et pas dans l'extérieur évidemment, parce que c'est toujours ça le principe aussi. Pour aller mieux, bien évidemment, c'est plus facile. Enfin, en tout cas, c'est à mon sens plus intéressant que la rassurance vienne de l'intérieur et de soi plutôt que du monde extérieur. Même si ça veut pas dire qu'il faut pas se faire aider et pas être entouré, attention. Et donc voilà, petit à petit dans mon écriture intuitive, à un moment, l'enfant intérieur reprend le dessus et me permet de traverser cette période de la meilleure manière. Donc voilà, c'est ce que je fais quand voilà, il y a des petits moments plus bas. Mais là, je suis très content de vous retrouver et je sens que ça va être un très beau moment. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager ? J'ai envie de vous partager... écoutez, voilà, je vous dis le dernier truc qui m'a trigger aujourd'hui. Et je vais faire un rappel parce que je crois que je l'ai déjà dit un paquet de fois, mais écoutez, force est de constater que parfois il faut le répéter. Si votre rêve c'est d'écrire un livre, bon Dieu, pitié, fixez-vous une date. Je m'en fiche que vous la teniez ou pas, mais ancrez je vais pas être vulgaire, mais ancrez cet objectif et ce rêve dans votre réalité. Voilà. Arrêtez de dire j'écrirai un jour. Arrêtez de dire j'ai le temps. Ou alors c'est que c'est pas votre rêve et que c'est pas important pour vous. Et auquel cas, bah oui, faites. Et puis faites les choses qui comptent vraiment pour vous en me fixant des dates. Mais si écrire un livre est profondément votre rêve, sincèrement, le petit shift de passer en disant ok, désormais, mon objectif et mon rêve, c'est d'écrire mon livre pour telle date. Et je veux une date, pas genre 2026. Parce que ça veut dire décembre 2026. Donc soit vous assumez décembre 2026, soit vous dites pas 2026. Voilà. Et je veux une date, par exemple, pour le... bon, là, on est en novembre. Si vous commencez aujourd'hui, soyons quand même... voilà, je vais garder les 7 mois qui sont l'ambition, le truc que je vois en moyenne autour, qui est ambitieux réalisable. Novembre, octobre. Oh là là là. Vous voyez comment je suis fatigué ? Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Voilà, par exemple, dites, mon rêve, c'est d'écrire un livre
je suis un écrivain et j'ai confiance en moi et je vais écrire ce livre de rêve pour le 1er juin 2026. Voilà. Et après, faites ce que vous voulez. Mais juste là, au moins, inconsciemment, c'est ancré. Vous pouvez vous le répéter tous les jours. Et voilà. Voilà pour le petit coup de gueule. Bon, n'exagérons rien. Mais voilà pour le petit rappel que j'avais envie de faire. Ah, ça fait du bien. Déjà, je me sens mieux. Vous voyez, parfois, il n'y a pas besoin de grand-chose. J'ai mon petit toutou allongé à côté du canapé. Et si vous saviez à quel point lui aussi m'aide à déstresser, parce qu'il n'a que de la pureté dans les yeux. Il ne renvoie que le miroir positif et que quelque part l'enfant intérieur dont je parlais juste avant. Donc, quand je le regarde dans les yeux, là, ma colère s'évanouit. Et je me dis, ah mais finalement, est-ce que c'est pas lui qui a raison? Bien sûr que si c'est lui qui a raison, c'est toujours lui qui a raison. Mon petit toutou Voltaire. Bon, je vais pas vous cacher que en ce moment, dans la rue, il lèche tous les trucs dégueulasses qu'il trouve, et c'est absolument dégueulasse. Mais c'est un chien, quelque part, j'aimerais bien lutter contre ça, mais je ne peux pas. Donc je fais avec. Écoutez, dans ces moments, j'étais en train de regarder mes notes, et puis en fait, j'ai juste envie de partir en roue libre. Je crois que j'ai besoin de ça pour me sentir mieux. Et quelque part, comme ça va vous passer aussi la vibe positive. En ce moment, étant dans une période d'intensité, la manière que j'ai de me détendre, c'est de regarder Brooklyn Nine-Nine. J'en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant, mais écoutez, ça m'obsède. En ce moment, je ne regarde que ça. J'adore cette série. Elle me détend profondément. Vous voyez, il y a plusieurs épisodes où je parlais du fait d'agir de manière congruente avec ses rêves, et j'invoquais souvent Netflix dans cette comparaison. Enfin, pas dans cette comparaison, mais dans cet exemple. En disant, bon bah voilà, le dimanche, votre rêve c'est d'écrire, plutôt que de regarder Netflix, bah vous vous dites, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser dans ma vie? Bah ouais, d'écrire mon premier livre. Bon bah ok, je vais écrire mon premier livre plutôt que de regarder Netflix. Et bah écoutez, en ce moment, ça me fait un bien fou de me mettre devant Netflix et devant Brooklyn Nine-Nine. J'adore, ça me détend, c'est drôle, c'est touchant, il y a des émotions, il y a des personnages très archétypaux comme je disais la dernière fois, mais qui sont extrêmement efficaces. Je kiffe, je suis en plein kiff. Alors, cela étant dit, je vous vois venir, je suis pas en train de vous dire de vous coller devant Netflix, hein. Attention, il y a quand même, évidemment, je garde ma routine d'écriture. Je suis pas en train d'écrire mon 3e livre à proprement parler, le 3e que je vais publier, j'entends, mais je garde ma routine d'écriture. Moi, j'écris sur des thèmes aléatoires tous les jours. Donc évidemment, c'est la première chose que je fais la journée, hein. Je me lève, je fais ma morning routine, oui, parce que j'ai une morning routine quand même, hein. Et ensuite, j'écris mon histoire journalière, et après, voilà, la journée commence. Donc je garde quand même un contact avec l'écriture. Moi, c'est ma métrique, c'est mon attache à l'amour de l'écriture. C'est ce qui me permet de, par exemple, en ce moment, ne pas écrire plus que ça et de pas penser perpétuellement au 3e livre. Ça me permet de lâcher prise, ça me permet de kiffer ces moments où l'énergie est ailleurs, et là, en l'occurrence aussi, où il y a un besoin de calme peut-être, de se recentrer et de se détendre. Et donc je le fais avec Brooklyn Nine-Nine. Et ça me fait marrer parce que en fait, il y a 2 choses que je regarde sur Netflix. D'ailleurs, big up à ma sœur qui me prête son compte. Oh là là, putain, c'est terrible. Oh, les aveux. Je regarde 2 choses. Je regarde Brooklyn Nine-Nine et Gossip Girl. Je suis un grand fan de Gossip Girl. Mais pourquoi j'ai switché sur Brooklyn Nine-Nine? C'est que Gossip Girl, il y a quand même un côté extrêmement mélancolique, et ça aborde quand même quasiment que des relations toxiques. Bon, voilà. Et il y a des moments, franchement, j'ai pas envie de me nourrir de cette mélancolie ou de cette toxicité, tu vois. Même si j'adore cette série et qu'il y a aussi des moments géniaux et très touchants et qu'il y a des personnages très intéressants et que je ne comprendrai toujours jamais pourquoi les gens sont Team Serena et pas Team Blair. Mais bon, ça c'est un autre débat dont on pourra parler un jour. Je ferai un épisode spécial. Je prendrai des Team Blair, je prendrai des Team Serena. Et j'exterminerai les Team Serena quelque part parce que je ne comprends pas comment on peut être Team Serena. Ah là là, je rigole bien évidemment, mais Team Blair quand même. Bref, j'avais pas envie de me nourrir de cette mélancolie quelque part qu'on retrouve dans Gossip Girl, donc paf, Brooklyn Nine-Nine. Et
Et voilà quoi. Et vous voyez, j'ai envie de partager un moment touchant quand même que j'ai pu noter quand je regardais la série. C'est un moment où bon alors, si vous n'avez pas vu cette série, je suis désolé, mais je vais vous spoiler. Hein. Bon, après, c'est un spoil qu'on comprend dès le premier épisode parce que c'est quand même écrit en gros. Il y a donc deux personnages principaux dans cette série notamment, entre autres. Hein. Il y a Jake Peralta et Amy Santiago qui évidemment au début sont pas ensemble et puis petit à petit et voilà, tombent amoureux et c'est magnifique. Et il lui dit un moment, elle veut passer, elle est lieutenant et elle veut passer lieutenant-chef. Et il lui dit quelque chose au moment où elle panique en disant mais de toute façon jamais j'aurai ce nouveau poste, je vais le rater et voilà et je serai lieutenant toute ma vie, machin. Et il lui dit un moment, sachant que Jack est quelqu'un qui se cache beaucoup derrière l'humour, donc il a très peu de moments où il a ce sérieux. Et donc, dès qu'il trouve ce sérieux, dès qu'il touche à ce sérieux chez lui, tout de suite, c'est très touchant. C'est aussi, bon voilà, le Brooklyn Nine-Nine est une sitcom, donc à volonté d'humour, donc il y a beaucoup de scènes qui sont désamorcées aussi avec l'humour, mais il y a quelques scènes très sérieuses, et c'est génial, c'est ça aussi qui les rend beaucoup plus touchantes. Et donc il lui dit, Amy, bien sûr que certaines choses vont changer, mais ça peut être qu'en mieux, tu ne dois pas avoir peur de réussir, t'es faite pour ça. Et c'est des mots qui résonnent juste, quoi, quelque part. Bien sûr que certaines choses vont changer. Eh oui. Tout change dans une vie. Parce que quelque part, si rien ne change, c'est que rien ne bouge. Et si rien ne bouge, quelque part, c'est l'équivalent d'être cryogénisé et de plus vivre, quoi. J'avais pas envie de dire quelque part l'immobilisme c'est la mort, mais c'est d'ailleurs, petite parenthèse dans cette parenthèse, c'est d'ailleurs quelque part une croyance limitante que je peux avoir et qui vient de mon driver fait des efforts, qui est que s'arrêter, c'est mourir. Au sens de si je n'agis pas et que je n'avance pas, alors c'est la catastrophe. C'est une croyance et un driver qui m'amène beaucoup de choses positives. Ça me permet de continuellement avancer sur mon travail, même si je suis à mon compte. J'ai pas besoin d'un patron pour qu'il me dise de travailler. Mais ça vient avec son lot de pièges. Celui, par exemple, de ne jamais prendre le temps de se reposer. Et vous voyez, c'est aussi... Vous voyez pourquoi je dis que c'est important de travailler sur ces drivers et que ça nous donne beaucoup d'indications, que ça soit dans la vie ou dans le processus d'écriture, parce que mener un projet d'écriture, c'est comme mener n'importe quel autre projet. Et vous voyez, c'est tout ce travail que j'ai fait sur moi aussi, tout ce début d'année, de déconstruire cette croyance que s'arrêter, c'est mourir. Et je me suis beaucoup répété cette phrase, que j'ai déjà dit beaucoup, qui est qu'une voiture qui s'arrête jamais, elle tombe en panne. Et là, je le sens, en ce moment, cette semaine, j'ai des petits voyants qui se sont allumés dans mon corps et dans mon esprit. Et je sais qu'il faut que je m'arrête. Et donc là, c'est ce que je dis. À partir de ce soir, là, enregistrement de podcast, je le monte en 10 minutes et c'est ciao, bonsoir. Et je ne réponds plus de rien ce week-end, tu vois. Évidemment, c'est pas tout à fait vrai. Je vais tracer quelques trucs. Bref, voilà. On décroche difficilement à fond. Mais n'empêche que là, je vais être dans une dynamique où je vais m'autoriser à faire une pause. Et c'est magnifique. Et donc, je reviens à ce que disait Jake Peralta. Bien sûr que les choses vont changer. Et quelque part, je disais, bah oui, ne rien changer, c'est toxique parce que ça nous place dans un immobilisme. Et la raison pour laquelle on n'a pas atteint le rêve qu'on a envie d'atteindre aujourd'hui, c'est pour tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et donc, il y a un moment, il faut accepter, il faut avoir cette envie de changer quelque chose pour aller atteindre un résultat différent. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété, mais c'est toujours intéressant. Vous voyez que ça revienne par d'autres chemins. On revient à des points essentiels. Et quelque part, voilà, cette croyance que moi j'avais, que s'arrêter, c'est mourir, et pour avancer et pour pas exploser en plein vol dans mon aventure entrepreneuriale, j'ai dû changer cette croyance. J'ai dû la transformer en s'arrêter de temps en temps
sur une période donnée et fixe, c'est extrêmement positif. Et là, j'ai transformé l'arrêt en pause. Magnifique. Et là, t'es libéré. Et d'ailleurs, ça me fait penser, donc voilà, big up à Jack qui dit cette phrase. Bien sûr que certaines choses vont changer, mais ça peut être qu'en mieux, évidemment. Pourquoi il dit que ça peut être qu'en mieux ? Parce que quand on est aligné personnellement et qu'on sait quel rêve on a envie d'atteindre, évidemment que tout ce qui se passe dans notre vie inconsciemment nous mène vers ça. Et donc, évidemment que ça peut être qu'en mieux, tout ce qui se passe. Quelque part, tout est juste. Il y a toujours des apprentissages, il y a toujours des choses à apprendre. Mais bref, je disais donc, big up à Jack. Moi, j'ai réussi à transformer cet arrêt en pause et ça m'a fait penser à autre chose. Et là, ma coachée se reconnaîtra. Mais ça a été un enjeu aussi pour elle à un moment de s'autoriser à lâcher son cadre et s'autoriser une pause. Et je crois que je l'avais déjà peut-être partagé dans un épisode qui était tout simplement de dire, pardon pour le bruit, qui était tout simplement de dire, en fait, s'autoriser une pause, c'est pas un arrêt. Et ça change tout sémantiquement, de se dire, je ne vais pas arrêter, je vais juste suspendre pendant X jours. Voilà. Et Jack finit quand même, comme je disais tout à l'heure, par « tu ne dois pas avoir peur de réussir, t'es faite pour ça ». Bah oui, c'est magnifique. Hein. Je n'ai rien d'autre à dire. Quand on est aligné, on a le droit d'avoir envie de réussir et on a le droit de se jeter dans le vide. Voilà. C'est là que le filet apparaît quelque part et c'est magnifique. Voilà. Donc j'adore Brooklyn Nine-Nine, je finirai sur ça. Je sais même plus à quelle saison j'en suis. C'est une série que j'ai vue plusieurs fois et que je trouve passionnante. Si je devais faire un top des personnages que je préfère, je dirais... Franchement, je pense que Jack Peralta est quand même au top. Charles est très dérangé, mais a un côté attachant. Terry est trop drôle. Raymond, le capitaine, est quand même vraiment, vraiment très sympa. Amy aussi, forcément. Rosa, un peu moins d'attache. Elle est très, très caricaturale. Du coup, c'est vrai que je la trouve parfois un peu fausse, entre guillemets. Un peu comme Charles, en fait. Il est un peu too much, quelque part. Hitchcock et Scully, un gros big up, hein, ils sont trop drôles. Gina, pareil. Et je crois que j'ai quasiment fait le tour des personnages principaux. Voilà. Ah bah vous voyez, déjà là, je me sens mieux. Je fais comme dans une séance de coaching. Mon objectif, c'était de me sentir mieux au fil de cet épisode. Bon là, au bout de 17 minutes, déjà, je me sens mieux. Donc c'est vraiment une bonne victoire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre ? C'est fou ça quand même. Ah oui, j'ai lu ça. J'ai lu ça. Je crois que c'est... Je sais pas, j'ai été pris un soir. Ça m'arrive de temps en temps. Bon, là, c'était pareil. Hein, c'était un peu une longue journée, un petit peu de mélancolie à la fin de la journée. Parfois, ça m'arrive, vous voyez, de me mettre devant ma bibliothèque et de répondre à l'appel d'un livre. J'en vois un, je le prends, je feuillette quelques pages et je sais pas, parfois, il sort une ou deux phrases qui te marquent et qui nourrissent peut-être ce que tu as besoin de nourrir en ce moment. Et là, j'ai ouvert Par-delà le bien et le mal de Nietzsche, qui est un bouquin que j'ai pas lu de lui, mais que j'ai dans ma bibliothèque. Et je tombe sur un de ses aphorismes parce que je crois que c'est ce que je préfère de Nietzsche. J'apprécie moins de le lire sur son entièreté, je dirais. Sur des textes entiers. J'aime beaucoup par contre ses aphorismes parce que c'est très quelque part soumis à interprétation. T'en fais ce que tu veux. Comme c'est très court, c'est ça qui est intéressant. Et là, j'en suis tombé sur un qui était « Celui qui ne sait pas trouver le chemin qui conduit à son idéal vit de façon plus frivole, plus insolente que l'être sans idéal. » Et j'ai trouvé ça intéressant parce que à première vue, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui colle pas. Tu vois, ne pas savoir trouver le chemin qui conduit à son idéal. Quelque part, ça peut faire très peur parce que ça veut dire qu'on n'atteindra peut-être pas cet idéal. Mais la deuxième partie de la phrase
je trouve, transforme tout parce que vis de façon plus frivole, plus insolente. Il y a cette histoire de lâcher prise, d'accepter le hasard, l'inconnu, le chaos. Quel est le chemin que je vais parcourir? Je le connais pas et c'est ça qui est génial. Tu vois, qu'est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc tout ça de manière plus frivole, plus insolente que l'être sans idéal. Et ouais, qu'est-ce que c'est dur de vivre de manière frivole, insolente, joyeuse quand on n'a pas de direction. Et quelque part, c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, quelque part, hein, qui est de dire, en fait, quand on est aligné et qu'on a une direction, bah, en fait, on avance quoi qu'il arrive. Et c'est là qu'on kiffe, quoi. C'est là qu'on kiffe. Et évidemment, on traverse des passages, comme moi cette semaine, un peu plus difficiles. Mais si je fais le bilan de cette semaine, j'ai plein de choses positives à raconter. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça. Et je vous invite à faire ça, tiens, voilà. Moi, je vais faire la liste, et faites-la aussi. Ouais, faites-la. Qu'est-ce que vous avez poursuivi cette semaine qui est votre idéal? Quelle fierté vous avez vis-à-vis de cet idéal poursuivi cette semaine? Qu'est-ce qui vous a mis en joie cette semaine? De quoi vous êtes reconnaissant? Si vous deviez dire merci à quelqu'un, vous diriez merci à qui? Et puis après, on peut se projeter aussi. Ok, la semaine prochaine, vous avez envie de faire quoi? Qui vous avez envie d'être dans une semaine? Qui vous avez envie d'être dans un mois? Qui vous avez envie d'être dans un an? S'il y avait une chose que vous ne vouliez plus vous autoriser chez vous, ça serait quoi? Vous voyez toutes ces questions? Prenez le temps d'y répondre, elles sont extrêmement efficaces. Surtout la dernière, elle est un peu sous-cotée. Mais une autre manière de la poser, ça serait de dire, ok, qu'est-ce que je tolère encore actuellement chez moi, mais qui en fait, j'ai plus envie de le tolérer. Et par exemple, moi, fut un temps, c'était de me dire, je tolère de me lever pour un travail qui ne me nourrit pas et qui au contraire me détruit. Et à partir de maintenant, je n'ai plus envie de le tolérer. Et là, ça m'a mis en action pour changer ce paradigme. Et les choses ne sont pas binaires. Dire ça, ça veut pas dire on flip the table et on démissionne. Ça peut passer par plein d'autres manières. Pendant très longtemps pour moi, le temps que je trouve ma voie, ça a été de dire « Ok Sam, tu vas te lever pour un travail qui ne te nourrit pas. Mais sur tous les temps de pause et tout le temps libre que tu auras, tu nourriras ta personne. » Et donc ça passait par l'écriture à ce moment-là, principalement, et la création de manière plus générale. Et tout ça, je le faisais sans savoir si j'allais trouver mon chemin. Mais ça m'a permis de vivre de façon plus frivole et plus insolente. Et c'est génial. Et j'ai eu un autre, j'ai eu ce passage de Nietzsche, et j'ai eu un autre passage qui était de la poésie. Alors là, je suis vraiment désolé, j'ai pas noté qui c'était. C'est une femme. Je retrouverai, mais là je l'ai plus. Et j'ai lu c'est de la poésie, donc j'ai lu un seul poème. Et elle écrit: quel effroi de ramper au fond de sa mémoire, d'ensanglanter son cœur aux dards qui l'ont blessé, de rapprendre un affront que l'on crut effacé, que le temps, que le ciel a dit de ne plus croire et qui siffle au lieu même où la flèche a passé. Qui n'a senti son front rougir, brûler encore, sous le flambeau moqueur d'un amer souvenir? Qui n'a pas un écho cruellement sonore, jetant par intervalles un nom que l'âme abhorre, et l'a fait s'envoler au fond de l'avenir? Et ça m'a beaucoup touché, ce passage, parce que ça a résonné en moi dans le processus que je vois dans l'écriture, que j'ai pu vivre, et que c'est sûr je vivrai encore dans beaucoup des bouquins que j'ai envie d'écrire, et de ce que j'ai pu voir chez les gens que j'ai accompagnés ou que j'accompagne. C'est que, et c'est ça qui est génial, et c'est ça qui rend aussi parfois aussi le processus un peu difficile, mais l'écriture est
quelque chose qui vient remuer notre inconscient, nos souvenirs. On y met beaucoup de nous. Et donc forcément, on va déterrer des souvenirs, des émotions, des moments qui sont pas forcément que des émotions positives ou des choses positives. Mais c'est en osant aller affronter ces amers souvenirs, comme elle dit, que naît quelque chose de purement unique et de vraiment transformatoire. C'est pour ça qu'on se transforme par l'écriture. C'est en osant aller affronter ces choses qui bouillonnent en nous et que parfois on a voulu mettre sous le tapis. Et je vous ai déjà fait ce partage de mon personnage principal dans le tome 2, Balthème, pendant la réécriture. Je me sens bloqué, il y a un truc qui me gêne, je sais pas, à la fois il m'agace et à la fois je le trouve, je sais pas. Et en fait, c'est en séance un moment, pour moi, c'était moi le coach en l'occurrence, j'ai une giga prise de conscience et je me dis, attends, mais en fait, le problème, et on parlait même pas de ce bouquin, on parlait d'autre chose. Et je me rends compte que le problème que je vis, je l'ai en fait transposé sur Balthème. Et que la raison pour laquelle j'étais coincé et que j'aimais pas traiter ce truc de Balthème là, c'est qu'en fait, il était confronté à un problème que moi, je n'osais pas regarder en face. Et quand j'ai eu cette prise de conscience, j'ai osé regarder mon vrai challenge en face, et là, tout a changé. Parce que j'ai travaillé dessus, et là, tout s'est libéré. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai très envie que les gens découvrent ce deuxième livre, parce que j'adore le premier, mais le deuxième explore beaucoup plus l'intériorité de Balthème et le confronte beaucoup plus à ses démons. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que tout ça, évidemment, nourrit l'histoire dans laquelle il s'inscrit. Et toutes ces décisions, toutes ces réflexions, toutes ces introspections ont évidemment un effet sur le monde dans lequel il vit, ont évidemment un effet sur les gens qu'il côtoie. Et comme il est en dualité avec Ulroch, qui incarne quelque part j'allais dire le parfait opposé, mais est-ce que ce serait pas le parfait miroir quelque part, ou la parfaite pièce de puzzle qui lui manque dans sa grille de compréhension? Je ne sais pas, je vous laisserai décider. Tout ça étant dit, c'est pour ça que j'avais du mal à traiter Balthème, parce que j'osais pas regarder mon démon. Et donc, c'est cette raison qui fait que ce passage, quel effroi de ramper au fond de sa mémoire, eh ben ouais, c'est un peu terrifiant, ouais. Mais dans le processus d'écriture, quand on en vient à ramper dans sa mémoire et à déterrer des choses qu'on n'avait pas forcément envie de déterrer, là vous pouvez être sûr que vous mettez le doigt sur quelque chose qui résonnera tellement fort chez les gens. Ça c'est vraiment quelque chose avec lequel on ne peut pas tricher. Et ça va me permettre de conclure d'ailleurs, parce que je pense à ça là direct. En ce moment on voit beaucoup c'était déjà la mode avant, mais c'était moins répandu, donc quelque part voilà. Mais là, en ce moment, on voit beaucoup de écrire son livre avec l'IA, etc., etc. Bon, écoutez, c'est nul. Je le dis direct. Ça n'a aucune saveur. Et je parle pas de style ou d'efficacité d'écriture. Une IA est capable d'écrire un très bon paragraphe avec une très belle métaphore, il n'y a pas de problème. Mais jamais vous remplacerez l'âme humaine qu'on met dans un texte. Jamais on pourra remplacer les larmes qui nous montent parfois quand on écrit une scène qui nous touche parce qu'elle nous rappelle quelque chose qu'on a vécu ou qu'on a vu. Jamais on remplacera le rire, la joie qu'on peut ressentir quand on est en train de réécrire notre livre et qu'on relit un passage passionnant qu'on a écrit un jour sous l'impulsion comme ça. Tout ça, c'est impossible pour une IA de le reproduire.
par essence, par définition. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est aussi ça qui donne la légitimité et l'unicité de l'auteur. Quand vous vous rendez compte que votre vécu est la plus grande force que vous avez pour écrire votre livre, et quelque part, ça vous donne la parfaite légitimité. Parce que vous êtes le seul à pouvoir raconter ce que vous avez en tête. Ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup dit, mais j'aime bien conclure par des rappels forts. Donc, ne cédez pas aux sirènes de l'IA peut écrire mon livre. Vous pouvez l'utiliser pour, je sais pas, challenger vos idées, trouver un synonyme, lui demander s'il trouve que ce que vous racontez est cohérent, que sais-je. Mais l'acte d'écrire, les bons mots, c'est vous qui les trouverez. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée. Moi, je me sens beaucoup mieux. Je vous partage toute cette positivité en vous disant, vous trouverez les bons mots. Vous êtes fait pour ça. Ne lâchez pas et osez écrire. Je vous fais des bisous. À bientôt.